il me semble que la discussion pourrait s'orienter vers une question de fond qu'on s'est tous posée entre nous-mêmes et nous-mêmes, le coach et lui-même, qui est doit-on, si l'on voit les personnes en coaching en face à face, doit-on arrêter sèchement ces séances pour maintenir la règle du face à face, ou bien doit-on évaluer la situation de telle sorte que l'on voit s'il faut poursuivre et dans quelles conditions. Donc, il me semble que la réflexion que l'on peut avoir entre nous et nous doit s'ouvrir, et c'est ça que je vous propose, sur le client. C'est-à-dire que notre interrogation sur l'attitude à tenir, proposer ou pas une suite par téléphone ou par vidéo, doit se baser sur un certain nombre de critères. J'ai réfléchi aux critères que j'avais moi-même utilisés et je vous propose ces critères-là. Donc, est-ce que l'on propose ou pas au client de poursuivre par téléphone ou vidéo ou bien d'interrompre sur la base des critères suivants? La singularité de la demande de chacun de nos clients. Le stade d'avancement de leur travail. Où est-ce qu'ils en sont? Où est-ce que nous sommes rendus dans ce premier travail qui a eu lieu avant le confinement? Sont-ils familiers ou pas de la méthode que nous proposons? Donc, ce degré de familiarisation avec la méthode est aussi très important parce qu'il indique que la relation entre le coach et son coaché est déjà très avancée, de très bonne qualité. Et puis, un dernier critère qui doit être l'influence de leurs propres enjeux à nos coachés, de leurs propres objectifs. Voilà. Donc, si je vous propose que, une fois cette réflexion terminée par rapport à chacun de vos clients, que ce soit la singularité de la demande du coaché, l'intérêt du travail en cours et aussi l'éthique de la décision. Catherine vient de l'aborder, l'éthique de la décision, c'est est-ce qu'on va influencer pour forcer un peu la décision de nos clients dans le sens qui nous convient mieux. C'est ça, pouvoir prendre une décision éthique. C'est éviter de forcer le choix. Donc, je me suis dit la chose suivante. À partir du moment où ces critères sont établis, ça peut être les vôtres, ça c'est les miens, mais vous pouvez trouver les vôtres. Et à partir du moment où vous avez réfléchi client par client à ce qu'il faut leur proposer, je me suis dit que dans le confinement et avec la distance qui s'impose, que ce soit dans le temps ou la distance technologique, je me suis dit qu'il serait peut-être une bonne chose, une fois que vous avez clarifié pour vous-même tous les critères qui correspondent à ce que vous souhaitez mettre dans votre réflexion, c'est de partager la réflexion avec le client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas attendre la fin de votre réflexion pour dire à tel client je propose une poursuite au téléphone, ou à tel client je propose la vidéo, ou à tel client je propose d'interrompre le temps qu'il faut par rapport au confinement. C'est le résultat de votre réflexion. Ce qu'il me semble, c'est qu'il faudrait pouvoir partager votre réflexion avec votre client. Ne pas rester juste dans le résultat de votre réflexion, mais l'élaborer avec le client, de telle sorte que la décision soit finalement commune. Pourquoi est-ce qu'il me semble que c'est bien de partager la réflexion dans toute sa complexité, c'est-à-dire avec les contradictions, avec les aspects conflictuels, n'est-ce pas, de la décision? Pourquoi est-ce que ça me semble important? C'est parce qu'il faut, et ça c'est pour nous, coach, c'est une véritable, j'allais dire presque déontologie intérieure, c'est maintenir la qualité de la relation. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un présupposé qui est que le travail à distance, s'il vient après un travail en face à face, le travail à distance va être légèrement dégradé par rapport aux séances habituelles, c'est mon préjugé,
et que un devoir de notre part est de maintenir la qualité de la relation au meilleur niveau. Et peut-être qu'un point de départ intéressant, c'est de travailler bien sûr à votre propre réflexion pour être clair, mais une fois que la réflexion est claire, la partager avec le client pour que le choix soit commun. Ça, c'est la première étape. Et effectivement, je tire cette proposition de la pratique que j'ai dû avoir ces derniers temps. Alors, si certains de vos clients refusent de poursuivre par téléphone ou par vidéo et préfèrent interrompre en attendant des jours meilleurs, j'ai fait le constat, et je veux le partager avec vous parce que c'est important, ce refus n'est pas obligatoirement une résistance ou une fuite. Parce que c'est la première réaction, c'est se dire, bon, bah oui, ils ne veulent pas parce que ça les arrange bien. À ce moment du travail, la résistance est forte ou l'envie de s'arrêter, ils en saisissent l'occasion. Eh bien non, eh bien non. Je me suis aperçue qu'une autre raison qui pouvait amener les gens à préférer attendre la fin du confinement pour se retrouver en face à face, c'était des gens qui avaient une longue pratique des séances thérapeutiques ou de coaching, c'était des gens qui avaient installé un transfert très fort et qui avaient avancé suffisamment dans leur travail pour pouvoir attendre. Ça veut dire quoi, pouvoir attendre ? Ça veut dire que le travail qu'ils ont fait jusque-là a peut-être été trop vite ou très intense, et le temps du confinement, ils préfèrent le passer à laisser toutes ces séances faire leur travail dans le silence et se retrouver plus tard avec la personne du coach ou du thérapeute en face à face comme d'habitude. Ça veut dire que ce temps de confinement peut être pris pour certains de nos clients comme un temps d'élaboration intérieure sur la base du travail déjà accompli. Donc, c'est important de ne pas considérer que le refus est obligatoirement une résistance. Alors, pourquoi se poser la question de la suite par téléphone ou par vidéo ? Eh bien, il faut se la poser parce que, Catherine l'a dit, la structure de la séance va changer et on ne peut pas ne pas envisager que le type de relation que nous allons entretenir va se modifier également, même si nous avons la possibilité de nous appuyer sur un travail préalable de quelques séances ou de plusieurs mois, qui est un travail de qualité, parce que la mémoire fonctionne. Ça, je m'en suis aperçue quand je suis au téléphone avec certains patients, par exemple. La mémoire des séances précédentes, elle est là. La mémoire de la relation établie, elle est là. La mémoire de ce qui a été déjà travaillé, elle est là. Donc, on peut profiter de cette lancée pour continuer par téléphone ou en vidéo. Alors, quelle est la grosse différence que j'ai eu à observer entre les séances de face à face et les séances à distance? Essentiellement le téléphone et quelques séances vidéo pour moi. Eh bien, c'est la chose suivante, c'est que le lieu n'est plus le même. Et donc, la séance ne va plus être la même. Le lieu, quand on se voit en face à face, le lieu est le même à chaque séance. Et on se retrouve toujours à la bonne distance, ni trop près ni trop loin, assis l'un en face de l'autre, et pouvant effectivement se voir, c'est pas trop se voir, mais sentir cette relation qui s'établit avec cet immense espace laissé au coaché pour s'exprimer librement. Voilà, c'est comme ça que je définirais. Or, ne pas savoir où est l'autre, aussi bien pour le coaché que pour le coach, cela suppose effectivement une différence qui est une différence plus importante que la question de la distance technologique, géographique, et qui est quelque chose échappe de l'un pour l'autre et vice-versa. Cette différence du lieu est une sorte de point de repère
pour indiquer que même si nous poursuivons dans de bonnes conditions, il y a quand même une modification importante. Et ce que j'ai constaté, c'est que notamment en vidéo, alors le confinement est un contexte bien sûr tout à fait particulier. Les gens qui sont en face de vous ont tendance à vouloir des conseils. Et le coach que vous êtes ou le thérapeute que vous êtes peut se laisser glisser plus facilement vers le conseil. Tenir la position ferme du coaching, c'est-à-dire de tout ce qui va être interrogation du coaché sur lui-même, tout ce qui va être maïeutique, eh bien, ça peut effectivement être plus difficile à tenir. Un dernier point sur lequel je vais insister personnellement, mais je sais que Catherine pourra rétablir un certain équilibre, n'est-ce pas, entre les médias que sont le téléphone ou la vidéo. Ce que j'ai constaté, c'est que le téléphone fonctionne pour moi beaucoup mieux que la vidéo. Alors, la voix, c'est quelque chose, effectivement, qui est ce qu'on va appeler un objet partiel si on se place du point de vue de la psychanalyse, donc très investi, n'est-ce pas, libidinalement par l'autre, mais la voix est le support des paroles. Et les paroles, c'est quand même l'objet de notre travail. C'est-à-dire que nous sommes les uns et les autres, en coaching, centrés sur les paroles et notre écoute. Ce qui fait que la voix, qui est une signature, on retrouve l'autre identique à lui-même avec sa voix, cette voix qui est une signature nous permet de nous concentrer sur les paroles à distance, mais les paroles restent, si je peux dire, non modifiées par la distance au téléphone. Et à partir du moment où nous pouvons nous concentrer sur les paroles, eh bien, il y a une sorte de pertinence du téléphone. On n'est pas tenu, comme avec la vidéo, à faire attention à tout et notamment à l'image ou au regard. Le regard de la personne qui est en face de vous, par écran d'ordinateur interposé, est un regard différent. Il n'est pas obligatoirement le même que la voix au téléphone qui, elle, ne se modifie pas. Voilà. Et il se trouve que je me suis obligée à réfléchir au-delà de la question du téléphone et de la vidéo. Et figurez-vous que là, il y a une réflexion qui est propre à cette situation du confinement, sinon je ne l'aurais jamais faite parce que je n'aurais jamais proposé autant de séances par téléphone ou par vidéo. Eh bien, c'est quoi finalement cette réflexion? C'est que lorsqu'on est en face à face, en présence, eh bien, je ne sais pas si vous partagez cette expérience avec moi, mais lorsqu'on est concentré sur l'écoute, lorsqu'on est concentré sur ce qui est dit, sur ce qui est entre les lignes de ce qui est dit, eh bien, ce que l'on regarde, c'est plutôt un regard intérieur. Moi, ça m'arrive de fermer momentanément les yeux en face à face ou bien d'avoir un regard qui se dirige légèrement à côté de la personne parce que la concentration, elle est sur le regard intérieur. C'est ça qui se passe. Donc, quand Freud va décider de dire à la personne « allongez-vous sur le divan », c'est pas simplement parce qu'il avait fait de l'hypnose avant, qu'il a d'ailleurs très vite abandonné, c'est parce que la relation de face à face avec le regard de l'autre peut être une gêne. Et en conséquence, quand on est en vidéo, la gêne, elle se reproduit peut-être même plus fortement. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette expérience et au fait que le téléphone est pour moi beaucoup plus congruent, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus pertinent pour faire du travail à distance. Voilà, merci Catherine de m'avoir laissé tout ce temps. Merci Annie et merci à Pierre de nous proposer des questions en ligne.
deux questions de Pierre, l'une sur ce n'est pas le discours des coachs qui font du coaching à distance et l'autre est le corps. Alors je vais répondre à la première et je vais laisser Annie répondre sur la question sur le corps. Moi, j'ai fait du coaching à distance depuis de nombreuses années et je partage, je ne sais pas très bien si je dois mettre au présent ou au passé, la vie d'Annie que ce coaching, que le téléphone peut été quelque chose qui nous recentrait sur la voix. Tu parlais tout à l'heure, quand on préparait cette réunion, du signifiant et vraiment de ce qui se passe dans le discours, Oui, de cette distance. Hein, et bon, le lieu devient la distance, ou la distance est le lieu. Et donc pour moi, on n'est pas là aussi, mais le choix entre visio et téléphone est un choix qui, comme tu l'as dit, doit faire partie d'ailleurs des critères entre le coach et le coaché. Parce que je pense que moi, dans mon expérience, il y a des coachés qui préfèrent la vidéo, d'autres qui préfèrent le téléphone, mais ce n'est pas la même chose. Il y a eu pas mal d'études de fait sur comment faire du coaching via Skype, avec des critères sur il faut que la caméra soit à 5 degrés pour que le regard soit là. Il y a pas mal de choses qui ont été dites sur le fait, par exemple, en termes de cadre, de dire au coaché, moi ce que je dis maintenant systématiquement, ne vous voyez pas, c'est-à-dire faites en sorte que votre retour d'image ne soit pas visible. Donc dans pas mal soit on peut le faire, soit on demande de mettre un cache devant. Et oui, on se rend compte que même là, d'ailleurs je le vois en faisant avec vous, moi je ne parle pas à la caméra, je me parle à moi-même. Donc je partage l'opinion d'Annie sur téléphone versus visio. Il n'empêche, mais ce n'est pas le but de cette discussion, que le coaching à distance via des plateformes de visio se développe énormément, mais sur quelque chose qui est un peu différent, c'est-à-dire ce n'est pas dans le cas du confinement. Donc ce n'était pas le but de cette conférence d'en parler. Je pense que ça donnera lieu à d'autres réflexions, puisque là, dans le cadre du confinement, il y a quelque chose qui est brutal, qui est imposé, sur lequel on n'a pas le choix. Et que dans le groupe de coaching interne, on réfléchit sur les gens qui choisissent un coaching à distance volontairement, et ça peut arriver, et pas que parce que l'entreprise leur impose. Donc c'est une autre question. Et je vais laisser Annie peut-être répondre à la deuxième question de Pierre, oui, qui est le corps. Voilà. Et puis après, oui, voilà, et puis des modifications corporelles, de la congruence entre ce qui est dit et ce qui s'exprime autrement, oui, demande oui. Fabienne. Donc vous voyez un petit peu, voilà, et merci Émilie sur The Medium is the Message, et donc quid de l'observation visuelle du coaché. Donc peut-être y répondre sur cette partie de Bien sûr, l'observation visuelle et du corps, question qui remonte de Fabienne et de Pierre. bien sûr, bien sûr. C'est une excellente question et sur laquelle nous n'en avons pas fini de réfléchir. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on est en face à face et que l'on a comme référence théorique la psychanalyse d'un côté et la théorie systémique de l'autre, la question du corps, elle se place avant tout dans le corps qui est parlé. Hein, le corps n'est pas absent au sens où on ne le voit pas. Le corps est là, mais il est parlé. Alors, ce qui est précieux en systémique, c'est de constater qu'il peut y avoir des paroles que le coaché prononce qui sont totalement démenties par son attitude relationnelle ou corporelle, hein, ou bien qui sont, évidemment, c'est la plupart du temps le cas, qui sont confirmées par l'attitude corporelle ou relationnelle. Lorsqu'on se place du point de vue, j'allais dire, de la prédominance, de la talking cure, hein, de la cure par la parole, et cela en coaching aussi, il est évident que le corps n'est pas absent. Le corps est présent dans le discours. Donc c'est cette différence-là que je voudrais en profiter là par rapport à la question, hein, de ne pas oublier que le corps, il est avant tout parler. Et en conséquence, une petite parenthèse historique, c'est que Freud a inventé la psychanalyse dans toute sa splendeur aujourd'hui à travers le cas des hystériques. Et les hystériques, elles parlaient de quoi? Elles parlaient de leur corps, des blocages qui avaient lieu dans leur corps et qui étaient exprimés sous forme de symptômes. Donc le corps, en tant que tel,
c'est pas parce qu'on en parle qu'il ne s'agit pas du corps. Il s'agit du corps revu, réintégré, qui s'est réapproprié à travers le psychisme et le langage. Et en conséquence, lorsqu'on est en face à face, effectivement, on peut voir le corps au sens strict, c'est-à-dire les mouvements qui sont faits ou l'attitude relationnelle qui se modifie. Mais ces informations-là sont tout à fait, entre guillemets, récupérables à travers la parole. Puisqu'on écoute, l'écoute flottante, c'est la distinction entre ce qui se dit et ce qui se laisse entendre, et qui n'est pas obligatoirement le discours conscient. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, merci d'avoir posé la question parce qu'elle permet cette avancée-là entre nous. Et pour répondre, moi, pour revenir sur, entre guillemets, sur la visio, alors bien entendu, par téléphone, le corps n'est pas là et tout passe par la voix, il passe par finalement un seul sens. Dans la visio, je l'ai abordé rapidement, il y a quelques études, encore une fois, où alors aujourd'hui, avec Annie, on travaille, on dit dans la visio, on se voit. C'est pour ça que je veux dire qu'il faut que la personne ne se voit pas. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, des jeunes, quand elles doivent se maquiller, utilisent la visio de leur téléphone. C'est-à-dire qu'elles n'utilisent plus de miroir, elles utilisent la visio de leur téléphone pour se maquiller. Donc, chez les jeunes générations, la caméra du téléphone est en train de devenir miroir. Donc ça, c'est juste pour sortir. Et donc, en termes de confinement et sur le corps et l'image, regardez, alors, on en voit quelques-uns. Moi, vous allez voir que de plus en plus, et je le fais exprès, mais pas parce que j'ai l'impression d'être affreuse sur leur caméra, mais je prends énormément de distance par rapport à la caméra. Et donc, du coup, et je demande souvent à mon client de le faire, pour voir au moins le haut du corps. Les mains, alors moi, je marche beaucoup avec les mains. Et c'est vrai qu'avec les webcams, qu'elles soient posées au-dessus ou intégrées dans les ordinateurs, on a un peu tendance à se causer comme ça, ce qui fait qu'on a un peu tendance à ressembler à un monstre qui sort du Loch Ness. Donc moi, en termes c'est de la technique, ce que je recommande, c'est d'être Annie mentionnait qu'en face à face, on a la distance, donc cette distance assis chacun sur son fauteuil. Mais moi, je recommande à mes clients de se mettre à au moins 1 mètre de leur peu importe, un PC, peu importe. Et donc, de ne pas se coller à la caméra pour justement avoir, alors pas tout le corps, je n'ai pas les pieds, je vous l'accorde, mais d'avoir au moins le haut du corps. Donc, c'est des petites choses comme ça qui se créent. Et encore une fois, ne pas avoir son retour d'image. Parce que là, il y a vraiment des études qui ont été faites où, si j'ai mon retour d'image, je me regarde moi plus que je n'échange avec mon coach, ce qui donne une dimension un peu plus différente à la relation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Numéro 8, là, sur converser, mais il n'y a pas de questions écrites. Numéro 8 sur converser, mais il n'y a pas de questions écrites. C'est Isabelle? Non, je ne sais pas. Je ne vois pas. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, veut échanger par rapport à votre expérience justement de ces dernières semaines et des semaines à venir? Et c'est de causerie qu'il s'agit. Donc, effectivement, on peut peut-être y venir à la causerie. Oui, il y a... c'est Isabelle, hein? Il y a Isabelle, mais depuis le début, elle a fait coucou. Donc, qui veut prendre la parole? Peut-être pour partager son expérience. Oui, Isabelle, mais le micro est fermé chez toi, Isabelle. Non, mais je pense qu'elle l'avait fait au début, ça, t'inquiète. Ah bon? Oui, oui. Sylvie, vas-y Sylvie. 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 Oui, alors pour dire que comme toi, bonjour à tout le monde. Comme toi, Annie, j'étais assez dédaigneuse. Moi, je ne fais pas de coaching à distance et au téléphone. Et d'ailleurs, j'ai horreur du téléphone dans mon histoire. Et puis, depuis un mois, alors merci d'avoir verbalisé, explicité les choses que j'ai pu me dire, que j'ai pu partager avec mes clients, et je pourrais le faire mieux sur comment on décide ensemble de comment on le fait. Il se trouve que beaucoup de mes clients n'ont pas le choix, sont obligés de le faire au téléphone.
Et du coup, ça m'a forcée à faire mes premières expériences au téléphone. Et j'ai 13 et c'était des coachings déjà démarrés. Donc, je souscris à ce que tu dis autour de l'alliance qui était déjà faite, de voir comment ces séances ont été appréciées par mes clientes et moi aussi. Ça, c'était une grande surprise. Donc, du coup, j'ai pu retirer un certain nombre d'injonctions de ça ne va pas le faire et tout ça, et d'être en confiance. Parce que ce que vous n'avez pas encore souligné, mais pour moi qui est important, c'est chaque jour, je me dis, est-ce que je suis capable, moi déjà, est-ce que émotionnellement, c'est aussi un mot que je n'ai pas encore entendu, est-ce que émotionnellement, je suis capable et on avait parlé dans notre JEP avec Aline la semaine dernière, et si ce n'était pas le cas, de repousser la séance. Et alors, à la fin de la semaine dernière, je suis arrivée à quelque chose que je vous partage. Je ne l'ai fait qu'une fois. C'est en fait en écoutant mes clients, ne pas se voir du tout pour ceux que je connaissais déjà. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion de faire une séance de prise de contact. On a fait WhatsApp. Ne pas se voir du tout était, je vais dire, frustrant sur la relation humaine à établir pour la personne que je ne connaissais pas et pour ceux que je connaissais déjà. Alors, vendredi, on a fait le démarrage de la séance en visio pour se voir, pour rétablir le contact. Et puis, une chose que j'ai aussi petit à petit faite, c'est de dire, est-ce que je vous comme je fais en présentiel, et même un client, prenez le temps, on commencera dans 5 minutes, prenez le temps, parce que j'observe qu'ils sont ceux qui travaillent, ils travaillent plus que d'habitude, ils ne se posent pas. Donc, offrir d'autres manières de cette pause, de cette déconnexion. Et donc, on s'est vu 5 minutes, et après, on a continué au téléphone. Et j'avais envisagé qu'on se revoie à la fin. On ne l'a pas fait, peut-être que c'est trop compliqué et que je trouve que je sens plus de choses, y compris au niveau au-delà de la parole, par le téléphone. D'ailleurs, la voix, c'est la langue. J'entends plus de choses et c'est ce que m'ont dit les clients aussi avec seule la voix, plutôt que la visio qui… Voilà. Et après, je pense que c'est à chacun et au couple, coach, de trouver la meilleure ou la moins mauvaise méthode. Et j'ai une question pour toi. Singularité de la demande, Annie, qu'est-ce que tu mets derrière ça? Parce que finalement, à part une personne, non, il y a personne qui a dit on va attendre, et ça correspond à ce qu'il dit. Il ne reste plus qu'une séance. Et puis, pas creuser pourquoi ils avaient envie de le faire, de continuer, y compris à distance. Donc, je me demande si ce n'est pas dans cette question de qu'est-ce que c'est concrètement la singularité de la demande pour creuser davantage pourquoi on le fait, en fait. Merci, j'ai été peut-être trop longue. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais la connexion, il y a eu des petits moments où je n'entendais pas bien. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Oui, Annie. Ah, d'accord. Donc, Sylvie, pour la singularité de la demande, tu disais quoi plus précisément? Est-ce que tu peux repréciser, s'il te plaît, ce que tu souhaites aborder? Oui, désolée pour le son. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu mets concrètement dans cette notion de singularité de la demande. D'accord, d'accord. On m'entend là? Oui? Oui. Alors, la singularité de la demande, cela veut dire que, en tout cas dans ce que je vous propose comme réflexion, que chaque client
a une demande qui, bien sûr, n'est pas la même que celle de son voisin, mais une demande qui peut être considérée comme, bien sûr, il demande un coaching, bien sûr, éventuellement, s'il y a un prescripteur, le prescripteur est d'accord et il trouve que c'est très bien de faire un coaching, mais la singularité de la demande, c'est ce qui est vraiment la demande en propre du client. Hein. Alors, je ne sais pas si je peux donner des exemples, mais c'est écouter chaque client dans sa demande comme étant une demande unique et à part entière. Voilà. On ne peut pas confondre, si tu veux, une demande de coaching, par exemple, pour une évolution de carrière ou donner un coup de pouce à un manager pour qu'il évolue dans sa carrière comme il le souhaite, avec une demande de coaching parce qu'il y a conflit permanent dans l'équipe depuis 6 mois. Donc, la demande de coaching en elle-même, elle est bien sûr différente d'un client à l'autre, mais elle est aussi, si on creuse un peu, tout à fait unique dans un certain sens. Par exemple, ça peut être pour celui qui vient parce que le conflit dure dans son équipe depuis 6 mois. Ça peut être une demande singulière au sens où il y a une résonance avec sa vie et où, à un moment donné de sa vie, il a été effectivement dans un conflit permanent avec certains membres de la famille. Voilà, c'est ça que je veux dire. La singularité de la demande, c'est la demande de coaching en ce qu'elle est aussi une résonance ou qu'elle émane d'une expérience beaucoup plus profonde et personnelle. C'est ça que je mettais sous singularité de la demande, ce qui est unique dans chaque demande de client. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on s'interroge pour savoir comment poursuivre ou que proposer au client, on vienne aussi à se demander qu'est-ce qu'il demande vraiment au fond de lui. Et du coup, pour aller un tout petit peu plus loin, dans en quoi le confinement peut avoir à tes yeux comment intégrer le confinement dans la singularité de la demande? C'est-à-dire, est-ce que la demande est la même? Est-ce qu'elle évolue? Comment toi, tu perçois ça? Toujours avec cette distance, hein, encore une fois, quelle relation à distance? Parce que quelque part, dans le confinement impose la distance. C'est ça, c'est tout à fait imposé, absolument. Ce qui nous permet d'avoir cette expérience, pour certaines, comme avec Sylvie, qu'on n'aurait peut-être pas eu sans le confinement. Il est vrai que si je me place du point de vue des séances individuelles, le confinement n'a d'incidence que sur le fait qu'on ne se voit pas et sur le fait qu'on est dans des lieux différents. Le téléphone permettant la continuité des séances par la voix qui, elle, est une signature. Ce qu'il m'a été donné de voir par rapport aux effets du confinement, c'est plus à travers alors ce sont des situations, là je dirais pas vraiment de coaching, mais plutôt de thérapie de couple. Le couple va modifier effectivement sa demande lorsqu'on est en vidéo, dans la mesure où les enfants sont là. Voilà l'effet du confinement. Les enfants sont là. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de les exclure puisque le couple est venu demander de l'aide pour le couple, ou est-ce qu'on en tient compte dans la mesure où, en situation de confinement, les enfants se mettent à poser plus de problèmes que d'habitude, surtout si certains enfants qui avaient déjà des problèmes que le couple avait soulevés continuent d'être dans un malaise et peut-être un malaise plus profond. Voilà. Donc les effets du confinement sont liés à la modification du contexte et au fait que les personnes qui sont rassemblées dans un appartement, on ne peut pas non plus les couper en deux. Donc, il y a des gens qui se déplacent, par exemple, dans le jardin pour laisser les enfants dedans. Ou bien des personnes qui ont des enfants qui posent problème et qui vont demander des conseils.
dans la période de confinement, parce qu'ils sont tous les uns sur les autres et il faut bien savoir comment s'y prendre. Ok, merci. Une question, on avait évoqué au départ une demande initiale différente avec celle qui émerge à cause du confinement. Pouvez-vous approfondir ou nous expliquer si vous envisagez comment raccrocher le travail à la demande initiale? Une autre question qui est, est-ce que le confinement favoriserait selon vous une métaposition du coach par rapport aux échanges avec le coaché? Et enfin, dernière question, lorsqu'on utilise la métaphore du triptyque tête-corps-cœur pour sortir d'un phénomène, par exemple, de mentalisation, on fait clairement le distinguo entre les trois. Moi, en tout cas, pour répondre à la première, sur la demande initiale différente avec celle qui émerge à cause du confinement, pour moi, il y a deux situations que j'ai pu expérimenter. L'une où elle n'était pas différente, mais elle était évolutive, c'est-à-dire on reste dans un milieu professionnel, on est dans du coaching, et je pense à une cliente qui travaillait sur des problématiques de procrastination, et d'une sorte de phobie du rangement, pour faire en simple. On a pu naturellement transférer la phobie du rangement pro à la phobie du rangement perso. Donc la demande est restée la même, le cadre, un peu comme disait Annie, est différent parce qu'elle était à son domicile. J'ai eu des clients qui disaient qu'il y avait des problématiques d'être limite burn-out et qui du coup disent cette distance me fait du bien. Donc là, je trouve qu'on peut vraiment, comme souvent en coaching, quand on dit quel lien faites-vous entre cette problématique d'enfance, comme disait Annie, et ce que vous vivez aujourd'hui, on peut faire un lien assez facilement. Et donc pour moi, la demande est évolutive. Là où j'en ai parlé avec Annie, où moi j'ai eu un peu plus de questionnement, et on avait parlé aussi au GEP, c'est des clients qui vous disent j'ai des angoisses de fin du monde, qui vous apportent des angoisses liées au confinement, qui ne sont là absolument pas en lien avec la demande, et qui, par exemple, là, j'en ai une qui m'a parlé d'angoisse de fin du monde, d'angoisse hyper-archaïque, où là, la nécessité de les laisser parler un temps et de les recentrer sur le coaching. Ça, c'est peut-être pour rapporter répondre à la question de Sophie. Je ne sais pas si Annie, tu veux dire quelque chose sur cette question ou aller répondre à la question d'Éric sur la métaposition du coach par rapport aux échanges. Est-ce que favorise pour vous une métaposition du coach par rapport aux échanges? Oui, très simplement comme ça, dans la foulée, moi, je dirais que les gens peuvent être amenés à parler du confinement pour ce qu'il est et pour ce qu'il est dans leur expérience. Il ne s'agit pas d'interrompre quoi que ce soit de leurs propos, évidemment, puisque c'est là qu'ils placent la relation au moment où on se téléphone, où on se voit par vidéo. Ce que je propose, moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire d'attendre un moment opportun qui n'est pas toujours immédiat, loin de là, pour demander en quoi ces propos tenus sur le confinement et les effets du confinement dans l'actualité de leur vie, de leur expérience, peut rejoindre la demande, n'est-ce pas, ou de coaching ou la demande initiale. C'est ne pas arrêter la personne qui se présente sous l'angle du confinement et des effets produits, et tenter à un moment qui est peut-être, je ne sais pas moi, 5 ou 10 minutes après tout, ça peut être assez long, tenter un retour, une correspondance avec la demande initiale. Voilà. Du coup, je ne sais plus quelle était l'autre partie de la demande. L'autre question d'Éric, je la lis, qui était est-ce que le confinement favoriserait, selon nous, une métaposition du coach par rapport aux échanges avec le coaché? C'est-à-dire que la métaposition, elle est liée à la posture du coach, quel que soit le contexte, hein, dans mon esprit. Là, ce que je comprends de la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas être en position méta-méta, si je peux dire, ou méta au carré? C'est peut-être un petit peu ça. Alors, c'est sûr que dans notre pratique, il faut non seulement supporter, mais intérioriser la façon dont la personne va se présenter ce jour-là à la séance. Et si c'est par le confinement qu'elle se présente, effectivement, la position, si je peux dire méta-méta, c'est justement d'accueillir, d'écouter et d'attendre à un moment donné une résonance avec la problématique initiale.
Mais sinon, la position méta du coach, c'est la posture qui fait que le coaching a lieu. Hein, c'est qu'il est très légèrement en recul par rapport à ce qui se dit pour pouvoir renvoyer à son coaché les effets que ces paroles produisent sur lui, le coach. C'est ça la métacommunication. C'est dire ce que vous êtes en train de dire chez moi produit tel effet et parlons-en. Je ne sais pas si ça peut suffire. Oui, et pour rebondir là-dessus, une interrogation qu'on s'est dit, Annie, qui est dans ce choix, dans ces critères, pour revenir à ce que tu disais en introduction, qui est, alors on est déjà maintenant 4 semaines avancées, donc les décisions ont peut-être été prises, mais d'avoir des critères proposés ou pas, d'un choix commun de continuer, pas continuer, arrêter, hein, parce qu'encore une fois, on peut aussi décider d'arrêter. C'est aussi comment peut-être répondre, comment nous-mêmes en tant que coach, on peut renvoyer à nos coachés obligés à distance notre facilité ou nos propres critères. C'est ce que tu disais, je pense, qui est dans les critères, c'est comment moi, partager la réflexion, c'est comment moi, en tant que coach, je vis cette brutalité, cette obligation. Tu parlais du fait qu'on était bombardé par des images, on est aussi bombardé par des nouvelles, par des tweeters qui nous annoncent un nombre de morts. Enfin bon, il y a une notion de bombardement aujourd'hui de nouvelles et aussi bombardé par ces images. Et comment en méta, peut-être, je ne sais pas si c'est la question d'Éric, on partage avec nos coachés le fait qu'on est à l'aise ou pas dans cette notion de distance ou dans cette notion de confinement. Parce que la question est de deux niveaux. Est-ce que je suis, moi, et ce que disait tout à l'heure Sylvie, en disant émotionnellement, est-ce que je suis capable aujourd'hui de coacher parce que c'est une mauvaise journée? Moi, hier, ce n'était pas une bonne journée pour moi. J'aurais été incapable de coacher. Voilà, heureusement, c'est la vie pas, ça tombe bien. Mais voilà, il y a des... Et donc, est-ce que c'est ça la question d'Éric? Est-ce qu'on partage à la fois comment nous, on vit le confinement et la notion de distance? On en a parlé avec Annie. Moi, le coaching à distance, j'en ai fait. Encore une fois, quand il est choisi, hein, j'ai mon cadre. Le confinement est quelque chose de plus brutal pour moi que le coaching à distance. C'est peut-être ça que dit Eric. Est-ce qu'en méta, on doit partager ce que tu disais toi en introduction, notre propre état émotionnel, pour revenir sur ce que disait aussi Sylvie tout à l'heure en disant émotionnellement, est-ce que mon sac à émotions n'est pas trop plein? Je ne sais pas ce que tu en penses, Annie. J'ai vu passer beaucoup de questions. C'est pour ça que je me taisais, je lisais un certain nombre de choses. Je sais que Bernard aussi a posé une question sur le temps, je crois. Je ne sais pas si tu la lis, tu la vois. Moi, oui, alors Bernard, le rapport au temps est différent. Ce que je disais, le temps, le sens du silence, des durées plus courtes de séances, des séances plus rapprochées. Dans le choix codéfini, Marc-Henri, avec le coaché, de mettre en pause le coaching ou de continuer à distance, comment intégrer les prescripteurs, les informer à minima. Et Émilie qui nous dit, Erskine parle de la mutualisation quand on partage, dans une certaine mesure, bien entendu. Émilie, veux-tu prendre la parole? Parce que ça, c'est pas clair. Mais peut-être répondre à Bernard, Annie, enfin moi en tout cas, concrètement, j'ai tendance à raccourcir les séances et en fonction des clients, soit de les rapprocher, soit de les éloigner. Là, ça dépend vraiment de la demande, mais globalement, j'ai tendance quand même à raccourcir les séances. Peut-être pour répondre aussi sur ce thème et ensuite que Émilie puisse intervenir, ce serait une très bonne idée. Ouais. Le thème du temps, la question du temps, elle est remise en question avec un certain nombre de prises de séances et pas avec d'autres. Par exemple, pour les séances individuelles qui se déroulent une fois par semaine, ce que je fais en période de confinement, je me suis observé le faire et je partage avec vous cette expérience, c'est qu'à chaque fin de séance, j'attends que la personne veuille prendre un nouveau rendez-vous. Voilà. Il se trouve que dans toutes les personnes qui ont accepté de poursuivre et de poursuivre au téléphone, eh bien, toutes reprennent rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une satisfaction minimum obtenue par ces séances téléphoniques et un maintien du travail qui se fait pendant ces séances à une semaine d'écart.
Là où ça ne s'est pas passé comme cela, c'est avec les séances vidéo. Et là, donc, comme je vous le disais, c'est plutôt des couples. Et ce que nous constatons, et les clients et moi, c'est qu'il faut se reposer la question d'une prochaine séance. Ça, c'est une grosse, grosse modification. C'est-à-dire que la modification du contexte et donc de la relation est telle, par le confinement, la présence des enfants, enfin tout ce que l'on a dit, que chaque séance, d'une certaine façon, est détachée de la suivante. Voilà ce qui se passe. Et donc, au bout de 3 semaines ou de 15 jours, quelquefois, les gens rappellent pour avoir une séance. Mais je ne sais pas sur quels critères véritablement. Hein. Voilà sur la question du temps. Maintenant, si Émilie veut nous parler, ce serait génial. Émilie, mon audio, voilà. Bonjour tout le monde. Oui, non, ce que je disais, c'est que tranquillement, je me suis sensibilisée plus aux travaux donc, de Richard Erskine, qui est plus sur la psychologie intégrative et par extension le coaching intégratif. Et je m'étais posé la question quand effectivement on peut parfois partager en disant bah oui, moi aussi je trouve, ou alors sans en rajouter, c'est pour ça que je m'étais dans une certaine mesure bien entendu. Et j'en avais parlé en supervision, et en fait, c'est effectivement ce que donc dans sa théorie, il appelle un des besoins humains de mutualisation. Donc on partage quelque chose qui fait qu'on est raccord tous les deux, que moi je suis pas une surfemme, le confinement, waouh, 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 pas de problème, ça roule. Non, on peut partager. Alors là, on prend le cas du confinement, hein. Bien sûr, ça pourrait être sur un autre sujet, et de s'autoriser, sans tout déballatérer évidemment, à dire quelque chose. Alors, au-delà de du sujet là qu'on partageait sur notre état émotionnel ou de comment on est, j'en ai un qui est beaucoup plus léger, qui m'avait amené à réfléchir sur ce sujet-là, d'ailleurs, et qui m'avait amené à en discuter, comme je vous dis, en supervision. Et alors, ceux qui me connaissent vont dire, oh non, c'est pas vrai, elle reparle encore du chat. Mais si, c'est le chat. Parce qu'un jour, j'avais laissé la porte de mon bureau ouverte, et le chat s'est mis à miauler. Bon, et mon client, qui était un petit peu fermé, me dit, vous avez un chat? J'entends un chat. Je dis, oui, je dois avouer que j'ai un chat, et donc je vous assure, il est soumis à la confidentialité. Bon, je fais un petit numéro de claquette. Et il me dit, est-ce que je peux ouvrir la porte de mon bureau parce que j'entends le mien qui gratte derrière? Pas de souci. Donc, il ouvre la porte de son bureau. On a fait une petite parenthèse de regarde la caméra, mon chat, oh, comme il est beau, le vôtre aussi. Et ça a ouvert autre chose complètement. Alors, c'est anecdotique, mais du coup, c'est ça, d'après ce que j'en ai compris, je ne suis pas encore une experte de la mutualisation, mais ce que j'ai compris, c'est, voilà, on a pu s'autoriser à partager juste ça. Et après, on est reparti. Donc, ça enrichissait l'alliance, en gros. Voilà, c'est ça l'idée de la mutualisation, de ce que j'en ai compris. Ça l'enrichissait, mais comment dire, ça accompagnait en fait la relation et cette alliance. C'est-à-dire que en intégrant le chat qui se manifeste, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que tu apprends, Émilie, que ton patient, il a aussi un chat. Oui. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui fait que si le patient est sensible, le client est sensible à ton chat, c'est qu'il a quelque chose lui aussi à dire ou à montrer concernant son chat. Donc, ce qui est extrêmement à la fois amusant et intéressant comme enseignement, c'est que l'animal peut tout à fait favoriser la rencontre ou le partage ou la mutualisation, comme tu veux, comme si c'était par hasard en fait. Hein. Et voilà, et c'est ça que j'avais trouvé intéressant, c'est de garder après, bien sûr, de revenir au sujet, mais ça disait quelque chose de lui et de moi, ça a fait une petite parenthèse, et ça ne mettait pas en danger sur notre cadre et sur ce qui se construisait. On a même plutôt profité de la métaphore, parce qu'il y a un bouquin que j'aime bien qui s'appelle Le chat coach, comment le chat coach-t-il son humain de compagnie. Et du coup, hop, je suis partie là-dessus. Ça l'a vraiment débloqué, en fait, sur un autre élément. Et du coup, ben voilà, mais ça s'arrête là. Il ne s'agit pas après, à chaque fois, de reconvoquer et puis comment va le chat, quoi. C'était pas le sujet non plus. Là, c'était le chat, mais bon, ça aurait pu être sur un autre sujet, quoi. Voilà. Peut-être juste pour appuyer cet aspect des choses, c'est-à-dire qu'on ne se fasse pas une montagne de ces
intervention, interposition, éventuellement, comme on est chez soi, des animaux domestiques. J'ai juste un souvenir qui me revient à une époque où je me formais à l'hypnose avec Jean Gaudin. Et Jean Gaudin avait raconté quelque chose qui va tout à fait dans ton sens, Émilie, c'est qu'il avait un patient qui était très, très gravement en souffrance à cause d'une algie faciale. Hein, il avait tout le visage pris par la souffrance, ce qui était absolument terrible. Et en hypnose, Jean Gaudin n'arrivait pas vraiment à ce qu'il espérait, c'est-à-dire une atténuation de la souffrance. Et il rajoute, d'un coup, je vois la porte qui s'ouvre et mon chien, parce qu'il consultait chez lui, et mon chien qui rentre. Et l'analyse qu'il fait, c'est au lieu de dire au chien, va-t'en, va-t'en, et de le repousser vers la porte, ce qui aurait été une catastrophe pour la séance, il a accueilli son chien, il l'a mis sur les genoux et il l'a caressé. Et ce que lui a dit ensuite le patient, c'est que l'arrivée du chien et les caresses au chien ont été pour lui une véritable... il a non seulement eu moins mal, mais il s'est senti mieux. Voilà, donc il y a aussi des effets liés au confinement qui sont qu'on a des animaux domestiques qui peuvent aider à notre travail. Petite parenthèse, est-ce que vous avez regardé, sur Arte, il y a eu un documentaire très intéressant sur Freud et ses chiens récemment. Alors, oui, si vous tapotez à nouveau ceux que ça peut intéresser, c'est pas mal. Voilà. Et pour revenir sur ce que tu viens de dire, Émilie, et ce que vient de dire Annie, ce que nous apprend le confinement, et Sylvie le dit, nous dit paradoxalement plus d'intime, en tout cas c'est depuis le début de l'expérience, et c'est vrai qu'au-delà même du coaching, le télétravail imposé et 5 jours sur 5, parce que c'est finalement ça le confinement pour ceux qui travaillent, crée quelque chose qui fait que le lieu privé et le lieu professionnel sont identiques, ou du moins on peut difficilement les séparer, et ça on dépasse même pour moi du cœur du coaching, c'est-à-dire la relation au travail est en train d'évoluer, et ça sera en sortie de confinement intéressant de voir comment les gens vont s'installer dans un télétravail où finalement la sphère pro et la sphère perso sera entre guillemets proche. Et en tout cas, moi, pour avoir fait du coaching à distance avant le confinement, avec des clients ou l'entreprise, je m'étais rendu compte que beaucoup de clients favorisaient de faire leur séance de coaching à distance lorsqu'ils étaient en télétravail, donc de chez eux. Plutôt qu'être d'être dans leur bureau ou autre, dans des lieux, ils favorisaient de faire leur séance de coaching à distance chez eux. Comme, voilà. Donc c'est intéressant, et ça je l'avais observé avant le confinement, mais là effectivement aujourd'hui, le télétravail obligatoire, mais à terme ça posera des questions sur la distance et sur un coaching à distance, doit-il se faire, ou doit se faire physiquement le coaching à distance. Mais là on sort un peu du sujet du confinement. Catherine, je crois qu'il y a d'autres questions, j'ai vu passer. Oui. Je ne sais pas si on peut prendre peut-être encore un peu de temps. Hein, pour... Oui. Alors, le coaching à distance en temps de confinement, ne serait-ce que voir, entendre un de leurs enfants apparaître, bah oui, c'est ce que dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, c'est Sylvie qui continuait. Est-ce que quelqu'un veut partager une expérience? On est effectivement à 1 heure sur ce qu'il a vécu depuis quelques semaines ou avant. Ou sur ce à quoi on n'a pas répondu parce que ça nous a échappé. Oui, 0, oui. Il faut juste enlever le micro si vous voulez qu'on vous entende. Mireille, oui, bonjour. Oui, bonjour. Ouais. Bonjour Catherine, bonjour Annie. Donc, moi, pour partager, merci pour tout ce que vous avez donné, qui donne aussi un cadre plus clair et plus méthodique que ce qu'on a pu, dans l'urgence, on va dire, improviser face à cette décision brutale. Voilà. Moi, ce que je peux partager avec vous, c'est à la fois le fait que, en effet, plus le coaching a commencé depuis longtemps et plus l'alliance est claire et forte, plus le travail est avancé,
plus le fait de le poursuivre à distance a été facile. Ce qui a été compliqué, d'ailleurs, enfin, ce qui est compliqué, d'ailleurs, toutes les décisions ne sont pas prises, c'est soit les coachings qui étaient en démarrage, soit les coachings qui étaient sur vraiment des problématiques complexes où personnellement, alors là, c'est ma limite à moi, ne pas avoir la personne en face à face et pour moi, je ne me sens pas capable à distance de faire ce travail. Après, sur la question de l'image, c'est vrai que personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise au téléphone. Au-delà des problèmes techniques, je suis plus à l'aise au téléphone qu'en Zoom ou en Skype ou en Teams. Mais j'ai un peu eu l'occasion d'expérimenter les différentes choses parce que ça pose la question, comme vous l'avez dit, et du rapport du client à l'image et de son propre rapport à l'image, quoi. Donc, d'où le fait de dire on cache soi-même son image ou ne pas avoir le retour. Une autre chose importante aussi, moi, que j'ai vécu, c'est que les clients sont très, très, très inégaux devant le confinement. Et donc, pour certains le vivent comme un bonheur. Et pour eux, à travers le confinement, manager à distance est plus simple pour eux que de manager en réel. Parce que justement, il y a tellement de distance que leur propre frein, quand ils sont en réel, en face à face, disparaît quand ils sont à distance. Ils s'autorisent plus de choses, ils sont plus à l'aise, ils ont moins le trac, ils sont moins stressés, etc. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui m'a frappé. Et à l'opposé, il y a des gens qui sont horriblement malheureux et qui souffrent totalement, j'ai envie de dire, par rapport à leur préférences psychologiques, ça dépend des modèles qu'on utilise, mais voilà, si entre le rapport d'un introverti et d'un extraverti au confinement, bien sûr, est totalement différent et ça induit des choses et des comportements complètement différents. Voilà ce que je voulais partager. Alors, j'avais quand même une question, c'est encore une question peut-être, c'est au-delà du partage, c'est ok, je suis plus à l'aise avec la voix qu'avec l'image, mais comment se rendre plus à l'aise? Alors, c'est peut-être une question à Catherine aussi, qui a l'habitude de ça. Comment se rendre plus à l'aise avec l'image? Oui, Catherine. En l'occurrence, je ne sais plus qui disait, c'est pas parce une chose n'est pas difficile parce qu'on ne la fait pas, c'est parce qu'on ne la fait pas qu'elle est difficile. Catherine, pardonne-moi, je t'interromps, oui. C'est parce qu'on te voit en dessous, on voit ton cou et pas ton visage. Ah bon? Voilà, mieux. C'est ça. Pardon. Voilà, super. Pardon, je t'ai interrompu, excuse-moi. Non, je n'ai pas le retour d'image, c'est pour ça. Oui, donc, je disais, moi, au début, vraiment, je préférais le téléphone. Plus j'en fais, plus je commence à évoluer dans un cadre qui est celui que je vous ai donné, donc pas de retour d'image ou des choses comme ça. Il y a pour moi vraiment le coaching à distance, l'écrit dit, par contre j'ai oublié ton prénom, donc 014 474, je ne sais plus quel est ton prénom, mais je pense qu'il y a plein de médias qu'on peut utiliser dans cette distance, hein, ça peut être le mail, ça peut être les SMS, ça peut être la visio, ça peut être le téléphone. Moi en tout cas je me suis habituée et vraiment c'est quand j'ai compris qu'il fallait que je me mette loin et que je demande au client d'être un peu plus loin et pas collé à là j'ai dû bouger parce que j'ai plus de batterie, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et vraiment ce qui me fait beaucoup de bien, c'est l'arrêt du retour d'image et de regarder la personne. Et en fait on voit des choses sur le visage de la personne, on voit des choses, alors oui tu as raison, il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres, il y a vraiment quelque chose qui peut se passer, mais pour moi en tout cas, plus je le fais et plus je suis à l'aise. Voilà. En tout cas, c'est une évidence. Plus je le fais, plus je suis à l'aise quand la technologie, encore une fois, est présente. C'est-à-dire qu'on n'a pas des images trop fragmentées ou des choses comme ça. Oui, et puis pour reprendre ce que l'on a dit à un autre moment, être à l'aise ou pas avec l'image, c'est aussi, il faut y penser, la façon dont nos clients, le coaché, nous voient. Lui aussi, puisqu'il nous voit par écran interposé, par rapport au face-à-face, c'est une sacrée différence. Donc peut-être que eux-mêmes, les clients peuvent être plus ou moins à l'aise avec l'image. Ouais.
avec la nôtre. Complètement. Pour répondre aux deux questions de Mireille sur l'enregistrement et sur le tarif, alors on est hors confinement. Hein. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de raison que le coaching à distance soit moins cher que le coaching présentiel, si ce n'est le temps si on peut estimer. Pour moi, il n'y a pas de raison. Ensuite, il y a différents types de coaching. Il y a des plateformes de coaching qui sont sur des différents types de coaching, mais ce n'est pas le but de cet échange. En tout cas, moi, j'ai continué à facturer en confinement et donc à distance le même tarif que les coachings en présentiel. Sur la déontologie, on en a déjà discuté aussi en groupe de savoir interne, et là aussi, on est hors confinement. Bien entendu, d'ailleurs, j'aurais dû vous le dire, j'ai enregistré cette web causerie pour pouvoir la fournir. On ne voit que ceux qui parlent, donc en l'occurrence, on n'aura vu que essentiellement Annie et moi, parce qu'on est les deux seuls à avoir, et Sylvie. Donc si Vivi m'autorise, on le mettra. Mais voilà, bon, ça on le verra après. Oui, bien entendu, un coaching à distance, on peut l'enregistrer facilement. Donc il faut poser le fait qu'on ne le fait pas. D'un autre côté, un coaching en face à face, on peut aussi l'enregistrer en cachant au client. Donc, je pense que la question se pose aussi en coaching en présentiel de la déontologie et du non-enregistrement, un peu de la même façon. Voilà, pour répondre à Mireille, l'écrit peut être intéressant ponctuellement. Peut-être tu veux dire ce que tu veux, ça laisse le temps de la maturation. Tu veux prendre la parole ou pas? Oui, moi j'ai eu... Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Odile, voilà. Merci. Je n'ai pas réussi à rectifier mon nom. Oui, moi je l'ai utilisé avant le confinement, donc par rapport à des accompagnements de personnes qui étaient à l'étranger. Et donc ponctuellement, j'ai trouvé vraiment que ça apporte un plus, vraiment. Et donc, je trouve que c'est bien de multiplier en fait les différentes approches. Et l'écrit permet à un moment déjà d'y répondre, voilà, à un moment où on a un petit peu de temps. Voilà, je trouve que c'est bien et de laisser en fait maturer, réfléchir et ça ouvre des perspectives. Enfin, j'ai trouvé que c'était intéressant, pas comme unique, pas un échange épistolaire uniquement, mais comme apport ponctuellement, ça fait bien avancer et je trouve que il y a le temps, voilà, et c'est le temps qui joue avec. Je trouve que c'est intéressant. J'aimerais, Odile, réagir tout de suite pour approuver dès demain ce que tu dis de l'écrit. Hein. L'écrit, c'est une élaboration aussi de la pensée et en conséquence, on peut même être à certains moments dans un type de travail qui se déroule de façon harmonieuse, demander aussi, n'est-ce pas, un travail par écrit. Hein. Donc l'écrit, c'est quelque chose d'extrêmement précieux dont on n'a pas l'habitude dans les thérapies ou les coachings, mais que personnellement, je trouve tout à fait remarquable, dans la mesure où cet écrit peut être repris à un moment ou à un autre. Hein. Il est écrit une fois, mais il peut être retravaillé dans d'autres moments, et la personne peut prendre du recul aussi par rapport à ce qu'elle a écrit. Et ce que je voudrais aussi rappeler, je fais un peu figure de vieille qui rabâche, mais l'auto-analyse de Freud, c'est à travers une correspondance écrite avec Wilhelm Fliess, un ami très proche. C'est l'origine, effectivement, de l'analyse de Freud. C'est à travers l'écrit. Et l'écrit à quelqu'un, évidemment, dans le transfert. Et écrit qui peut fonctionner aussi sur un coaching en présentiel d'ailleurs. Sophie, tu veux dire quelque chose? Il y a une question pour toi, Annie, sur la distance. Produit-elle une différence sur la notion de désir dans le coaching? Mais je vais laisser Sophie poser sa question. Oui, je voulais dire que finalement, qu'on soit à l'aise ou pas avec la relation à distance, comme c'est quelque chose que nos coachés pratiquent énormément, c'est vrai que quand on en parle avec eux sur voilà comment vous vous sentez là à distance alors que d'habitude on est en face à face, est-ce que vous vous sentez aussi à l'aise que quand vous êtes en présentiel, comment prendre votre place sur l'écran versus dans une salle, etc. Finalement, ça ouvre un champ d'élaboration qui est quand même important et utile pour eux parce qu'ils s'y sont confrontés tout le temps et de plus en plus avec le confinement en fait.
Donc, je ne sais pas si là-dessus, vous avez des expériences ou des idées de choses qu'on peut travailler. Donc, j'ai entendu le rapport à l'image, à sa propre image, la voix. S'il y a d'autres choses qui vous semblent importantes dans cette relation à distance. Eh bien, Sophie, je réagis aussi tout de suite, comme pour les questions précédentes, sur l'écrit notamment. C'est absolument génial ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'intégrer le contexte et la distance comme un élément propice à une réflexion de coaching en séance. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux. Comme intégration, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas arrêter par l'image en tant que telle, mais on va élaborer à partir de ce nouveau contexte et de l'image telle qu'elle se présente pour l'un et pour l'autre. Ça me semble être une entrée en matière tout à fait pertinente. Je réponds à Guillaume de Montgolfier qui doit nous quitter. Effectivement, il est déjà 12h15 pour nourrir ses enfants. J'ai enregistré donc cette web causerie où l'on ne verra que celles qui ont parlé. Donc, je vous demanderai à Sylvie, à Odile et à Sophie. Il y a Bernard aussi. On a vu Bernard. Et Bernard, on ne le voyait pas, Bernard. Je crois qu'on a juste entendu. Ah bon, d'accord. Mais il me semble qu'on ne le voyait pas, mais bon, peu importe. Et donc, effectivement, de pouvoir le mettre à disposition sur le site de la SF Coach. Il y a Fabienne qui cherche à s'exprimer depuis tout à l'heure. Je vois juste son prénom. Je ne sais pas quelle est la question. Oui. Est-ce que le fait qu'un coaché soit habitué aux relations à distance ne risque pas de banaliser du coup la relation de coaching à distance, dit Fabienne de la Brèche. Ça, peut-être, Catherine, c'est pour toi, parce que ta pratique est... On rebondit sur ce que disait Sophie. Je ne sais pas si c'est habitué ou facilité. Moi, en tout cas, mon expérience, on sort du confinement, j'ai des clients qui ont choisi le coaching à distance, qui n'aura pas été imposé. Choisi, en particulier une cliente basée au Luxembourg qui m'a choisi comme coach alors qu'elle aurait eu tout ce qu'elle voulait au Luxembourg. Donc, il y a des gens qui ont plus de facilité dans une relation à distance, et c'est ce que disait Sophie, c'est à la fois parce qu'on en a de plus en plus, et puis il y a des gens qui, dans la distance, Bernard le disait, sont plus à l'aise parce que distance, parce que affect, parce que plein de choses. Donc, mais du coup, banaliser, non, je dirais qu'elle fait ce que disait Sophie. J'aurais pas dit banaliser, c'est-à-dire que si je suis habituée, comment moi, en termes de méta, j'intègre cette habitude ou facilité de relation à distance, quelle qu'elle soit, dans la relation de coaching à distance. Et j'aurais tendance à dire, chez les jeunes populations, je dirais les gens de moins de 30-35 ans, la distance est beaucoup plus... la distance, les réseaux sociaux et autres, ce qui fait que pour eux, moi je les sens beaucoup plus à l'aise dans une relation de coaching à distance que des gens plus de notre génération. J'aurais pas dit banaliser, je dirais qu'on peut l'intégrer en termes de méta. Vous m'entendez? Oui. Fabienne de la Brèche. Je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche que Fabienne, je ne sais pas pourquoi. Donc Fabienne de la Brèche, je suis à Rennes. Je me suis peut-être mal exprimée. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que si les managers sont habitués effectivement à manager à distance, à travailler à distance, dans le coaching, on est dans un cadre dans lesquels on les reçoit, ils sont en général en dehors de leur cadre de travail, et c'était plus non pas banaliser la séance, mais le fait que ce soit dans un cadre, dans leur intimité, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, s'ils se sont aménagés dans le cadre du confinement un bureau à leur domicile, ils passent d'une relation avec leur manager, leurs collaborateurs, à l'autre bout du monde, en France, je ne sais où, et tout à coup, il y a la séance de coaching qui arrive, il y a pas de, comment je pourrais dire, il ne se rend pas dans un lieu qui est dédié au coaching. C'était plutôt dans ce sens-là que je voulais le dire. Je ne sais pas si j'ai été claire. C'est très clair, il n'y a pas de coupure. Voilà, c'est ça. Et que du coup, la banalisation du fait, oui, je suis à distance, je suis avec mon coach, tout à l'heure, j'étais avec mes collaborateurs, mes équipes, ou mon supérieur hiérarchique, peu importe, ou un client à l'autre bout du monde, maintenant, j'ai mon séance de coaching. Et du coup, est-ce qu'il a le temps? Alors, c'est à nous, bien sûr, de mettre le cadre. Moi, je ne suis pas très habituée
au travail à distance, mais c'est voilà, comment est-ce qu'on peut du coup le faire basculer, si je puis dire, dans le cadre du coaching. Merci. Fabienne, c'est très très clair. C'est très très clair et c'est une vraie préoccupation, hein, parce que dans le cadre des coachings tels qu'on les pratique en face à face, il est évident qu'une des modalités qui ont fait un moment à part, c'est que la personne se déplace voir son coach. Elle fait ce trajet pour aller voir son coach et souvent les gens disent quand ils arrivent, pendant le trajet, j'ai pensé, j'ai réalisé, j'ai pris conscience que… Absolument. La séance a déjà commencé. Voilà. Et elle va se poursuivre quand ils quittent le cabinet, le bureau. Absolument. Hein, c'est le principe même, hein, des séances. Donc, cette idée de la banalisation, effectivement, mérite d'être creusée. Hein. Je viens d'en prendre conscience avec votre question, mais je n'y ai pas réfléchi du tout. Mais ça paraît être une forme d'aplanissement de la relation au coach, comme avec toutes les autres personnes qu'il côtoie dans la journée, ce coaché. C'est ça. Je voudrais juste apporter un petit complément, d'autant que ça a été évoqué déjà tout à l'heure. On rentre dans l'intimité de la personne, même si c'est bien cadré, on est dans son intimité. Il y a des bibelots, il y a des choses, des tableaux, il peut y avoir comment je peux dire, il peut être dérangé par un animal ou un enfant, mais voilà, après, il doit s'isoler, mais non seulement on rentre dans l'intimité du coaché, ce qui est quand même particulier dans la relation de coaching, et il rentre aussi dans notre intimité, parce qu'on ne peut pas avoir, à moins d'avoir un mur blanc, voilà. Et moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Pour répondre, alors je sais, confinement ou coaching à distance. Confinement, on est vraiment sur quelque chose de particulier. En tout cas, sur le coaching à distance, l'importance moi, je fais deux choses. Effectivement, de rappeler qu'il faut que les personnes soient le plus isolées possible, ou calmes et autres, quand c'est possible. Encore une fois, le confinement rend les choses un peu plus complexes. Et alors, je ne sais pas si c'est déontologique. Moi, ce que je fais quand je fais du coaching à distance et que justement ce trajet n'existe plus, ce temps de trajet, j'essaye de leur envoyer 48 heures, 72 heures avant, une liste de questions ouvertes qui, alors, est un peu structurante, mais peut structurer leurs pensées pour les inciter à réfléchir à ce qui s'est passé depuis la dernière séance, à leurs objectifs pour la séance ou des choses comme ça qui cadrent un tout petit peu la réflexion, qui n'aura pas lieu dans le temps de transport, mais qui malgré tout peut avoir lieu dans une sorte de temps de préparation. Alors, ce n'est pas l'idéal, il y a Sophie qui a décidé de changer de background, mais donc c'est encore une fois, le coaching à distance, et je pense que Annie l'a dit dans son introduction, est un coaching différent. Alors, je ne sais pas s'il faut dire dégradé, mais certainement dégradé, je pense qu'on peut le dire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des méthodes pour le faire de certaines façons. Merci à vous. Du coup, moi, parce que ce coaching à distance, indépendamment du confinement, mais aussi, bien sûr, cette période de confinement très particulière, j'envisageais de peut-être générer auprès de certains clients, du moins de leur proposer. Et ça m'oblige à réfléchir sur le cadre à mettre, effectivement, sur comment on démarre. Voilà, je pense qu'il faut poser le cadre là aussi, qui n'est pas le même que lorsqu'ils viennent chez nous, quoi, dans notre cabinet. Merci à vous, en tout cas, pour ça, parce que ça m'a permis de réfléchir à cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Zone de confort dans la relation. Voilà. Il y avait est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Ah oui, la distance produit-elle une différence sur la notion de désir dans le coaching? Et peut-être, vu qu'il est 12h23, vous proposez que ça soit la dernière question. Annie, est-ce que tu veux répondre là-dessus? La distance produit-elle une différence sur la notion de désir dans le coaching?
Alors, c'est une question effectivement qui mérite un temps de réflexion et de causerie plus long. La question du désir, notamment du coach, de son désir d'être coach, et du désir de celui, on vient d'en parler avec Fabienne, qui se rend à sa séance. Hein, celui qui appuie juste sur son bouton d'ordinateur, c'est plus la même chose. Hein. Donc la question du désir, elle est tout à fait fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'elle valide l'idée que le coaching de face à face, en tout cas toute relation, on va dire, d'accompagnement en face à face, personne physique avec personne physique, porte là-dessus. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans cette disposition de la bonne distance l'un par rapport à l'autre et que le coaché sait que cet espace silencieux dans lequel le coach se tient est un espace qui lui est dédié, qui est sa parole libre, qui va pouvoir s'exprimer, il est certain que le face-à-face met deux êtres, sans vouloir faire de la philosophie, deux êtres au sens de leur densité et de ce qu'ils dégagent de leur désir en face à face. Est-ce que c'est ça qu'on perd dans le coaching à distance ? Nous y réfléchissons, hein, il ne faut pas y répondre aussi vite que ça. Mais tout coach qui est là a le désir ou a eu le désir d'être coach. Et le désir d'être coach s'inscrit dans cette parole qui est donnée à l'autre, dans cet espace qui lui est dédié et que le coach, par sa présence, indique. Donc, voilà, c'est ça que je peux dire. Le ça désir... Pour une prochaine douette causerie. Ah oui, là, on a effectivement avec le transfert tout ce qui tourne autour hein, de cette relation coach-coaché et qui fait que le coach permet à ce coaché d'avoir tout l'espace de parole et suivant son propre désir également à sa disposition. Bah, écoutez, merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints. Il est 12h26, on s'était donné 1h30, on est parfaitement dans les temps. J'ai enregistré, et donc, sauf si les gens qui ont été enregistrés, Odile, Bernard, Sophie, Sylvie me disent le contraire, on mettra le lien sur notre site. Donc, je vais voir comment on peut mettre ça, on verra ça avec Sophie, qui permettra donc pour ceux qui n'ont pas pu le suivre, de réécouter. Et puis, encore une fois, votre retour est intéressant, mais je laisserai peut-être Sophie dire le mot de la fin. Si vous voulez qu'on en fasse d'autres, n'hésitez pas. Sophie, peut-être pour le mot de la fin. Oui, donc merci à tous. Merci Annie, merci Catherine d'avoir accepté d'intervenir sur ce sujet, sachant que c'est un sujet sur lequel vous êtes en train de mener une réflexion. Donc c'est un sujet où on est en élaboration. Donc quand on parle de coaching, c'est vraiment voilà, c'est très lié. Et donc, si vous souhaitez d'autres sujets, voire aborder d'autres sujets dans des web causeries ou comme on l'a fait la semaine dernière sur le coaching de crise, la semaine prochaine sur Zoom, l'utilisation de Zoom. Donc, n'hésitez pas à envoyer à moi, à Bernard, à Maglone des idées ou vos demandes et vos besoins. Voilà. Et très bonne semaine. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Je suis en train de lire les trucs. Ah, t'es encore là, Annie ? Je reviens. Non, mais j'étais en train de lire les commentaires de fin des merci. C'est surtout sympa. Ça continue à enregistrer, Catherine. Ah oui. Oups. Oui, je voulais juste te dire qu'en fait, il suffit de prendre l'enregistrement et de l'envoyer à Roland. Ok.